peu importe où l'on se trouve en ce moment, que l'on soit coincé dans les embouteillages ou bien d'immerger dans le brouhaha d'un open space ou même en pleine insomnie à 2 heures du matin. Les fameuses insomnies de l'angoisse du dimanche soir. Ouais. C'est ça. Imaginons ensemble une scène qui sort complètement de l'ordinaire, une scène d'urgence en fait. D'accord. Fermons les yeux une seconde et visualisons un bloc opératoire. Il est 4 heures du matin. Sous la lumière aveuglante des cialytiques, il y a un chirurgien en chef. Ok. Il est en train de suturer, mais il est absolument seul sur le champ opératoire. Ses mains tremblent de fatigue, son visage est creusé par l'épuisement. Et autour de lui, que se passe-t-il? J'imagine que le reste de l'équipe n'est pas vraiment au même rythme. C'est le moins qu'on puisse dire. L'anesthésiste, il est assis dans son coin, il remplit paisiblement une grille de sudoku. Ah oui, quand même. L'infirmière de bloc, elle fait défiler son fil Instagram tout en se plaignant à voix basse que, je cite, le patron ne délègue jamais. Évidemment. Et puis il y a l'interne adossé au mur qui fixe le plafond avec le regard vide de celui qui s'est résigné, persuadé que personne n'écoutera jamais son avis. Et le patient dans tout ça? Et bien pendant ce temps-là, au milieu de cette pièce, le patient se vide lentement de son sang sur la table d'opération. C'est une image terrifiante. Terrifiante, ouais. Mais la conclusion de cette image, c'est qu'absolument personne dans cette pièce n'est un monstre. Il n'y a aucune mauvaise intention. Tout le monde est simplement coincé dans un rôle absurde. Une partition mortifère que plus personne n'ose remettre en question. C'est fou parce que le couperet tombe dès les premières secondes avec cette métaphore. Ce qui est fascinant, c'est à quel point cette scène chirurgicale, c'est le reflet clinique de la grande hypocrisie qui ronge les entreprises aujourd'hui. Ouais, l'hypocrisie de la façade parfaite. Exactement. On déploie une énergie folle à faire semblant de fonctionner comme une machine bien huilée. Mais en réalité, chaque jour, on assiste à une pièce de théâtre tragique où les acteurs se sabotent mutuellement sans jamais lever le rideau. Et c'est exactement là que notre exploration d'aujourd'hui prend tout son sens. Parce que nous plongeons dans une documentation particulièrement riche aujourd'hui. Très riche, ouais. Les dossiers d'analyse de la structure de conseil Joker Impact. C'est ça, leur retour de terrain et leur cadre psychologique. En fait, ces documents posent les bases de leur saison 2, qui est centrée sur un thème assez explosif. Le pacte. Voilà, le pacte dirigeants et salariés, la responsabilité partagée. Et l'objectif de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est absolument pas de prendre le parti de la direction, ni celui des équipes. Non, l'idée c'est de mettre chacun face à ses propres postures, chercher la vérité d'un système bloqué sans chercher un coupable idéal, quoi. C'est tout à fait ça. Et pour comprendre ce système bloqué, il faut observer comment ces fameuses postures s'installent. Les profils qui sont documentés par ces recherches, ils sont d'une précision troublante. Très troublante. Si on prend le dirigeant par exemple, Oui, le fameux héros. voilà, bien souvent il s'est transformé en une sorte de super-héros insomniaque. Intimement, il est terrifié. Il est persuadé que s'il lâche la moindre once de contrôle, tout l'édifice va s'effondrer. C'est épuisant rien que d'y penser. Et ça l'est. Il porte le bateau seul, écrasé par le poids d'une culpabilité permanente et par cette peur du vide. Mais le pire, et là je trouve que l'analyse est brillante, c'est que face à lui, il a des équipes qui, en réaction, développent un talent inouï pour l'impuissance apprise. Ah, ce fameux concept psychologique. Oui, il faut vraiment qu'on s'y arrête sur ça. Parce qu'on voit souvent des équipes capables de critiquer de manière super brillante avec des arguments implacables toutes les décisions de la direction. Mais genre à la machine à café, quoi. Toujours à la machine à café, oui. Jamais en réunion officielle. Exactement. Dès qu'il s'agit de prendre une décision officiellement, plus un bruit. Le vide sidéral. Comment on explique ce basculement? Ce n'est pas juste de la paresse, si? Non, absolument pas. L'impuissance apprise, en fait, c'est un mécanisme de survie très profond. Un mécanisme de survie? Ouais. Quand le cerveau humain tente d'agir, de proposer des idées, et qu'il se heurte de manière répétée à un mur, que ce soit un micromanagement étouffant, des décisions ignorées ou juste une absence de reconnaissance, il finit par intégrer une règle simple, Qui est? que l'effort équivaut à de la douleur, sans aucune récompense. Et que fait un organisme face à une dépense d'énergie inutile? Il coupe les circuits. Il se met en veille, en gros. Le cerveau se recable littéralement pour cesser d'essayer, afin de conserver son énergie. Les équipes ne sont pas feignantes, elles ont été scientifiquement conditionnées par leur environnement à devenir passives. Waouh. Donc la critique devient le seul exutoire parce que c'est sans risque. Exactement. C'est le seul exutoire intellectuel sûr, ça ne demande pas de prise de risque. C'est fou de le voir sous cet angle. C'est comme si on demandait à des gens de conduire une voiture dont on a secrètement retiré le moteur, et on s'étonne qu'ils restent sur le siège passager à commenter le paysage. Belle image. C'est très juste.
Et au milieu de ce désastre, il y a le cadre intermédiaire, le fameux manager de proximité qui jongle entre la loyauté exigée par le haut et le cynisme qui remonte du bas. Le sandwich humain, quoi. Ah oui, la pire position. Mais en lisant les notes, moi, ça m'a fait penser à une colocation. Une colocation. Vous savez, cette coloc où tout le monde se plaint de l'odeur insoutenable de la poubelle dans la cuisine. Ah oui, je vois très bien. Tout le monde passe devant, se pince le nez, en parle des heures avec les autres colocs, mais chacun attend de voir qui va finir par craquer en premier pour la sortir, tout en accusant le propriétaire de l'appartement. C'est tellement ça. Donc si je pousse la logique, si on décortique tout ça, le cadre intermédiaire, en encaissant tout sans rien dire, est-ce qu'il ne devient pas le complice principal de ce blocage? Et c'est la vraie question. Et c'est le piège absolu du manager de proximité. En s'adaptant à l'absurdité pour survivre, il la valide. Il la valide par son silence. Son silence est le ciment du système, oui. Il devient l'amortisseur qui empêche le dirigeant de voir la réalité du terrain et qui empêche le terrain de confronter le dirigeant. C'est tragique. Et le coût de ce théâtre des postures, c'est quoi? Le coût humain de cette complicité passive, il est dévastateur. On observe des burn-out silencieux, des démissions discrètes de talents majeurs qui partent sans faire de bruit. Et puis cette perte de sens et ces valeurs corporate vides qu'on affiche sur les murs. Les fameux baby-foot et les affiches de la bienveillance? Voilà. Et inévitablement, cette tension accumulée, elle finit par atteindre un point de rupture. Le système ne tient pas indéfiniment. Et quand le système craque, ça fait des dégâts. D'ailleurs, les documents de Joker Impact rapportent à ce sujet un cas clinique assez poignant. L'histoire de cette PME Tech. Ah oui, cette histoire est marquante. Une structure de 85 personnes. Le fondateur, un homme de 48 ans, a absolument tout sacrifié pour sa boîte. Tout sacrifié, c'est-à-dire? Ses nuits, ses week-ends, il a même pris des cautions personnelles qui mettaient en péril son équilibre familial. Il a gardé les réflexes de ses débuts, gérant tout, contrôlant tout. Le super-héros insomniaque qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ça. Jusqu'au jour où la tension devient insoutenable. En plein milieu d'un comité de direction, cet homme s'effondre. Il éclate en sanglots. Littéralement. Devant tout le monde, en plein codir. Oui, exactement. Et le silence dans la pièce est lourd, très lourd. Et c'est là qu'une salariée présente depuis 12 ans brise ce silence. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'adresse à lui très doucement et lui dit « On ne t'a jamais demandé de tout porter seul ». Waouh. Et c'est cette phrase précise qui provoque la bascule. Parce que le dirigeant, il relève la tête, la voix complètement cassée, et il lui répond « Et vous, vous m'avez déjà dit ce que vous étiez prêt à porter ?» Et le récit décrit le silence de mort qui s'abat à nouveau dans la pièce. Un silence assourdissant. Ce silence, c'est le son d'un système entier qui se regarde enfin dans le miroir. Personne dans cette pièce n'est foncièrement malveillant. Mais ce récit, il illustre la confusion permanente dans le monde du travail entre deux concepts psychologiques majeurs. La culpabilité et la responsabilité. C'est ça. La culpabilité, c'est un regard tourné vers le passé. On cherche une faute, un coupable à punir. C'est qui a laissé la poubelle déborder. Voilà. C'est le poids qui écrase ce dirigeant et c'est souvent l'arme que brandissent les salariés désengagés pour justifier leur passivité. Alors que la responsabilité, c'est radicalement différent, non? C'est l'inverse absolu. La responsabilité, si on regarde l'étymologie, c'est l'aptitude à répondre d'une situation. C'est tourner vers l'avenir, vers le pouvoir d'action. Le drame actuel, c'est cette fuite massive des responsabilités au profit d'une posture de victime. On préfère se draper dans une innocence impuissante plutôt que d'assumer le risque de l'action. Parce que agir, c'est s'exposer à l'échec. C'est exactement ça. Alors attendez, je me fais l'avocat du diable une seconde, parce que là, ça devient vraiment intéressant. Allez-y. Si les salariés n'ont aucun levier d'action visible, s'ils en arrivent à cette impuissance apprise, n'est-ce pas le dirigeant lui-même qui les a rendus impuissants à l'origine en refusant de faire confiance? C'est une excellente question et c'est l'objection la plus intuitive. Bah oui, s'il a tout verrouillé, c'est à lui de débloquer, non? Le contrôle excessif nourrit l'inertie, c'est indéniable. Mais l'analyse démontre que c'est justement cette logique séduisante d'attendre que l'autre bouge qui mène à la mort clinique des entreprises. Le syndrome de l'attente mutuelle. Voilà. Si le salarié attend que le patron lâche le contrôle pour s'engager, et que le patron attend une preuve d'engagement infaillible pour lâcher le contrôle, on obtient un blocage parfait. L'impasse totale. L'œuf et la poule, quoi. Tant peu reste dans le paradigme du « c'est à l'autre de changer en premier parce que c'est sa faute », la souffrance s'intensifie. Et c'est là qu'intervient la nouvelle règle du jeu. Face à ce blocage, les notes d'analyse introduisent un concept clé. J'aime beaucoup la manière dont Sophia, la consultante en stratégie des entreprises chez Joker Impact, formule la chose. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle dit « Certaines cartes changent une partie, d'autres
change un destin. C'est fort. Et le pacte, c'est cette carte de destin. Ce n'est pas un outil RH de plus. Pas un énième atelier post-it, quoi. C'est un contrat humain, brutal de clarté, basé sur un mantra simple. Chacun a sa part. Chacun a un pouvoir. Chacun doit l'assumer. Exactement. Et pour illustrer ça, les sources de notre décryptage décortiquent 2 cas réels très contrastés. Oui, on a 2 trajectoires diamétralement opposées face à l'introduction de ce fameux pacte. Commençons par le succès. L'entreprise de logistique. Imaginez une structure logistique. Un père fondateur tenait tout d'une main de fer depuis 28 ans, 28 ans de règne absolu. au bord de l'infarctus. Et ses équipes avaient appris à survivre en mode oui, mais non. On dit oui en phase et non sur le terrain. Le classique. On baisse la tête jusqu'à ce que l'orage passe. Jusqu'au jour où une responsable d'entrepôt décide de briser ce statut. Elle va voir ce dirigeant et ose lui dire les choses frontalement. Elle lui dit quoi, Isa? Je ne veux plus être votre fusible. Soit on revoit les règles, soit je pars. Waouh. C'est quitte ou double. Elle aurait pu se faire virer dans la minute. Elle a pris le risque de la responsabilité, et au lieu de l'écraser, le dirigeant a accepté le dialogue. Il a réalisé qu'il devait céder du terrain. Ils ont créé leur pacte. Et les résultats? En 1 an, les retards ont été réduits de 42%. Le dirigeant revit, il a retrouvé un équilibre, et les employés proposent des idées sans avoir peur. Ça, c'est quand la prise de risque fonctionne. Mais l'analyse n'élude pas l'autre scénario. L'échec. La scale-up. À l'inverse, oui. Un CEO d'une scale-up qui refuse catégoriquement de lâcher son hyper-contrôle. Il n'arrive pas à admettre qu'il ne peut plus tout valider. C'est ça. On lui propose cette démarche de clarté, et il refuse. Résultat, quand la confiance est ouvertement refusée, le cynisme s'installe. Le désengagement complet. En 3 mois, 6 personnes clépartent. La boîte sombre. Et le CEO finit en dépression sévère. Personne ne gagne, tout le monde perd. Ce qui est fascinant, c'est que ces 2 histoires prouvent que la différence, elle se joue sur l'abandon de nos réflexes de défense. Mais la vraie question, c'est le comment. Comment on met en place ce pacte concrètement? C'est là que l'approche modélise des méthodologies très pratiques. Par exemple, la cartographie individuelle des leviers réels. Comment ça marche en pratique, ça? On demande à chaque personne, du stagiaire au CEO, de lister sur une feuille tout ce sur quoi il a un pouvoir d'action direct, même si c'est infime. Pour arrêter de se focaliser sur ce qu'on subit. Exactement. Investir toute son énergie dans sa zone d'influence. Ensuite, il y a la création des cercles de responsabilité explicites. J'aime beaucoup imaginer ça comme un terrain de sport. Si on joue un match sans ligne tracée, les joueurs vont courir partout et se rentrer dedans. Dans les boîtes, c'est pareil avec les fiches de poste floues, non? C'est une super métaphore. Ces cercles, c'est tracer les lignes au sol. Ceci est mon périmètre, tu n'y interviens pas. Et cela est ton périmètre, je ne le micromanage pas. C'est clair et net. Mais tracer des lignes ne suffit pas si on ne vérifie pas le score. C'est là qu'interviennent les rituels de redevabilité bienveillante mais ferme. Oula, redevabilité, ça ressemble vite à un tribunal populaire, ça, non? Comment on évite que ça tourne au règlement de compte? C'est tout le défi. Ce ne sont pas des séances de lynchage. Ce sont des espaces sanctuarisés où l'on se pose des questions simples. As-tu pu tenir ta part? Qu'est-ce qui t'a bloqué? De quoi tu as besoin? On juge le système, pas la personne. Exactement. Si quelqu'un échoue, on cherche à savoir s'il lui manquait un levier ou une information. C'est un cadre strict qui oblige l'équipe à affronter la réalité ensemble. Si on ramène toute cette machinerie stratégique à l'échelle de l'introspection individuelle de la personne qui écoute, ça oblige à un sacré face-à-face avec soi-même. Absolument. Il faut ramener ça à notre image du début, ce fameux bloc opératoire dysfonctionnel. On doit se demander où on se trouve réellement dans cette pièce. Est-on le chirurgien épuisé qui pense devoir tout porter? Ou l'infirmière qui critique avec brillant coulisses mais n'agit pas. Ou l'interne résigné? Ou peut-être celui qui voit la scène et décide enfin de parler. C'est ça l'appel à l'action. Quelle est cette carte, ce levier personnel, même minuscule, qu'on refuse de jouer par habitude ou par lassitude? Il faut identifier ce levier et l'activer. Et pour conclure sur une idée qui bouscule un peu les perspectives, on parle constamment de prendre ses responsabilités au travail. Mais la véritable urgence ne serait-elle pas d'apprendre à rendre les responsabilités qui ne nous appartiennent pas? C'est très vrai. Peut-être que le plus grand acte de courage collectif, ce n'est pas de serrer les dents et de faire toujours plus. C'est de laisser consciemment un vide pour forcer l'autre à occuper enfin sa juste place. Créer un vide pour rétablir l'équilibre, c'est un changement de paradigme total. Merci pour cette analyse passionnante. Ces mécaniques humaines continueront d'être démontées sans tabou tout au long des prochains décryptages de cette saison.
À très bientôt pour poursuivre cette exploration ensemble.